Bonjour. Is this on? Good? Okay. Bonjour. I want to make sure I said that because that is the extent of the amount of French that I'll use in my presentation this morning. So I'll pre-apologize for that, but thank you, Sebastian, for the introduction. It's great to be here. Thanks, Danielle, for a great opening presentation. I think one of the things that was interesting that he talked about there was the component to our owners. How do we innovate? How do we educate that continuum of the work that we're doing? And that's really the presentation that I've brought today to share with you with some of the work that we're doing at Canada Design. This idea of streamlining the project turnover process with BIM deliverables. How do we kind of break outside of our traditional boxes, whether we're an architect or engineer or a builder, Si vous êtes un architecte, comment commencer à élargir ça pour introduire une valeur ajoutée à nos clients? Ça, c'est vraiment, en fait, le fondamental du projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Lorsqu'on pense à ça, quel est le cycle de vie utile? Parce que les architectes et les maîtres d'ouvrage ont consacré peu de temps à ceci, mais ce qui s'est passé, donc, il y a 40, 50 et 50 ans, lorsque le client rénovait, ajoutait, détruisait, démolisait et exploitait, en fait, l'édifice. C'est ça que l'on voit chez Autopact. Aux États-Unis, l'Institut national de Standards of Technology a vraiment publié 2 rapports. Un sur de l'interopérabilité inadéquate et en fait, il s'agissait de voir quel était l'impact des coûts qui sont affectant le fardeau du client. Alors, 23 sous par pied carré par année, il y a des délais qui peuvent être introduits dans le cycle de vie utile de cette installation. Et alors, pendant donc le plan, le design, le continuum de travail, en fait, comporte plusieurs problèmes et beaucoup d'inefficacité. Alors, il s'agit pour les collaborateurs de partager toute l'information. Quelquefois, l'équipe de design ne fait pas le bon effort de coordination. Alors, nous, on a l'équipe de construction, de coordination qui doit faire ça. En fait, les documents d'appel d'offres doivent être efficacité. Et il faut qu'on puisse partager l'information. Il y a une évaluation lorsqu'il faut quelquefois donc refaire la maquette, gérer le processus de coordination de façon plus efficace dans la construction et au final, avoir un plan pour que les données de la construction soient envoyées aux clients. Il s'agit de consommer l'information que nous leur donnons tout au cours du processus de construction de l'installation en question. Alors, pour un client avec lequel on a travaillé, pour une université, ils ont pris plusieurs de ces paramètres, certains des paramètres clés qu'ils ont voulu identifier dans le processus. Ils sont arrivés avec un 7,1 de coût selon ces paramètres-là. Alors, ils ont un budget de 225 millions de budget, 7,1 et ça, c'est une possibilité d'évitement de coûts selon les normes. Ce n'est pas pour dire qu'ils vont économiser. Je disais que c'était un évitement potentiel de coûts. Je dis pas qu'ils vont éviter de payer 16 millions de dollars par année, mais c'est beaucoup d'argent qu'ils peuvent commencer à éviter et ils peuvent en fait revenir. Ça peut permettre d'augmenter les services pour l'université et les étudiants qui la fréquentent. Pour vous donner un peu de contexte, on parle de 225 millions de dollars pour la construction annuelle. Ça, c'est un instantané de l'université Bartley. Maintenant, ils ont 26 millions de pieds carrés qu'ils ont, ce qui veut dire 1300 immeubles sur plusieurs acres. Ce sont des immeubles de soins de santé, des residence halls, des pièces de recherche, en fait, un portefeuille très, très divers avec lequel ils travaillent. Lorsqu'ils ont commencé ce projet, qui a été divisé en 3 phases. D'abord, comment comprendre notre espace existant, comment développer et faire affaire avec les nouveaux immeubles et comment mettre en œuvre ces idées, en fait, d'une échelle beaucoup plus grande dans le campus. On parle d'une population très diversifiée qui devait comprendre tout cela à l'interne sur le campus. Lorsqu'on a embarqué dans ce projet, ils ont commencé, en fait, par le contraire. Lorsqu'on a travaillé avec eux, en fait, on a construit
avec les immeubles existants pour qu'ils comprennent comment utiliser celles-ci au mieux pour mieux les entretenir sur le campus. Lorsqu'ils ont commencé à regarder les fondations de ces immeubles existants, la phase construction, il y a eu la phase construction, comment les entretenir et ensuite comment intégrer les nouveaux édifices qui devaient être ajoutés au campus. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est vraiment... Bon, la plupart des clients commencent à gérer leur immeuble en 2D, mais là, avec le processus d'université, ils pouvaient avoir leur équipe interne qui travaille pour essayer de traduire cette information dans ces modèles d'information tridimensionnels pour créer cette fondation. Et le but de ce projet, c'était d'accélérer la qualité du processus de prise de décision dans toute l'université. Et ça, c'est ainsi qu'on a pu faire ça, grâce à cette fondation. C'est sur le campus de l'université. C'est pas quelque chose que vous pourriez construire à partir d'une maquette d'un ingénieur d'architecte, mais il faut entretenir cette maquette. C'est une représentation, ce n'est pas constructible. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de définir, mais ça a été difficile. Comment appuyer les efforts de planification et d'exploitation de l'université. Ça, c'est le but de l'information. Si c'est dans la maquette, c'est exact, mais il s'agit de savoir quel est le volume d'information qui est dans la maquette. Vous voyez qu'on a commencé avec des éléments d'architecture, alors des éléments structurels et verticaux, parce que il y a une question d'espace et il fallait essayer de voir quels étaient, de combien de pieds carrés ils avaient besoin. Aujourd'hui, ils ont environ 72 de l'espace où il y a une maquette. Au départ, plus de 200, il y a 227 édifices et 25 656 pieds carrés, en fait. Et alors, cette phase d'immeubles existants a besoin beaucoup de soutien. C'est de construire et d'entretenir. Le véritable défi est arrivé lorsqu'il fallut intégrer, parce qu'ils ont commencé à faire ça avec la communauté de planification. Et ils ont dit, oui, on comprend que vous commencez à construire ces maquettes. Nous avons un projet. Vous avez une maquette existante pour ce projet. Est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable pour ce projet? Alors, il s'agissait que tous les collaborateurs comprennent bien ce qui se passe. Et l'université était très contente. Ils ont dit, oui, partagez les maquettes avec nous. On aimerait en savoir plus sur ce que vous faites. Et c'est là où cette idée de chaos, de maquette est arrivée. Alors on est arrivé avec 10 maquettes différentes pour l'université. Donc, il y avait 10 différentes façons alors, c'était difficile de voir comment utiliser tous ces systèmes différents les uns des autres. Alors, il s'agit de créer une norme BIM parce que là, il fallait une structure précise pour définir ce que ces équipes vont nous donner et qui peut correspondre à ce qu'on fait, nous, à l'interne, pour qu'on puisse utiliser l'information et l'utilise d'une façon cohérente et conséquente. Et c'est là où l'idée est arrivée d'une idée de faisabilité. Alors, on voit des chiffres ici, les références aux différents rapports. Il y avait 3 projets qui ont été étudiés par l'université, étudier les paramètres, comment faire les choses différemment, quels seraient les coûts et le temps consacré à ça. Et finalement, ça nous arrive au résultat final. Vous avez les chiffres ici du 7 donc le chiffre que j'ai mentionné plus tôt. Ça nous a permis, en fait, de faire un appel pour proposition pour définir une norme BIM. Et cette demande de proposition était très générique dans un certain sens, et notre équipe a eu l'idée, en fait, de travailler avec eux pour définir comment le projet devrait être exécuté et comment les livrables pourraient être formatés. Ce sont ces 2 équipes qui régissaient tout ce que nous faisions. Il ne s'agissait pas de parler de technologie, mais il s'agissait plutôt de parler de l'établissement d'un processus qui pourrait être utilisé, qui pourrait être reproduit. Ça, c'est l'effort que nous avons entamé avec l'université. Les bulles commencent à communiquer l'idée de combien de participants il y avait. Vous pouvez commencer à voir que les 3 premières sections ici, avant que l'on a commencé à produire et documenter les livrables, il s'agissait d'établir les constats, demander à l'université quelles étaient leurs préoccupations, leurs désirs, ce qu'ils voulaient réaliser, les lacunes qu'ils voyaient dans le processus de design et de construction. Il fallait qu'on écoute
Et ça, bon, il fallait que, comme tierce partie, il fallait comprendre avec quels problèmes ils étaient aux prises et comment ces outils et ces processus pouvaient améliorer les résultats. Le résultat, ça nous a permis de documenter les livrables. On a pu raffiner le processus et travailler avec l'université. Puis on a pu organiser des projets pilotes avec l'université pour apporter des améliorations de façon continue et améliorer la norme BIM. En faisant ça, on a entamé ce processus de suivre de près les données. Ici, c'est un graphique très simple, comme vous pouvez le voir. Ça a l'air d'un scriptographe Dynamo, quelque chose comme ça. Mais en fait, il s'agit ici de retracer une série de redondances et de chevauchements quant à la façon dont l'information est partagée. Il y a beaucoup de questions qu'on a posées. Par exemple, quelle est la source de cette information? Qui est le client? Qui est l'emprunteur? Bon, il y a des changements qui peuvent se produire. Qui reçoit l'information, par exemple, et d'où vient-elle? Ça, c'est l'un des grands défis auxquels on a été confrontés. Il a fallu définir une stratégie pour aller chercher une source unique de vérité. Il s'agissait donc de la composante de base qui nous a aidé à définir une stratégie pour savoir d'où viendrait l'information et à qui serait le destinataire de cette information. Voici certains des résultats clés qu'on a reçus de l'université quant à ce qu'ils percevaient comme étant les plus grandes valeurs pour eux pour ce qui est de mettre en œuvre la norme et d'établir les buts pour ce qu'ils voulaient réaliser à l'avenir. Alors, en fait, il s'agissait de faire ressortir les trois premiers. Comment réduire le coût des opérations, de l'exploitation pendant tout le cycle de vie utile de ces installations. Savoir comment ils pouvaient tirer parti des données structurées pour simplifier le processus au final. Et il s'agissait de savoir comment ceci pouvait redéfinir les obligations contractuelles. C'est un processus tout à fait nouveau qui doit se faire au niveau du design, à l'étape du design, pour que nous, qui nous occupons de construction, puissions répondre à ces attentes et finalement leur donner le résultat qu'ils voulaient. Si on regarde donc au début du projet, on a parlé de construire, entretenir et intégrer. Cette phase d'intégration, maintenant, est plus claire. On commence à regarder donc le continuum à partir de la planification, du design, et maintenant, on en sait plus sur les différentes études du processus. Alors, si on revient aux bulles que je vous ai montrées, donc pour le design de la construction, 3 à 5 ans. Alors, il y a une stratégie à long terme où on parle de cycle de vie utile de 30, 40, 50 ans. Et ça, l'université est en train de voir comment elle pourrait arriver à ce résultat. Alors, si on télécharge, en fait, la norme de livrable, ça, c'est ce que vous voyez. Ça parle de l'énoncé clé. C'est un manuel de référence pour l'industrie de la construction pour bien comprendre quelles sont les données et la géométrie devraient être inclus dans le modèle 3D. Alors, les buts de l'université, comment établir les principaux collaborateurs qui vont travailler là-dessus et comment montrer une feuille de route pour les livrables. Le plan d'exécution, le niveau de développement, c'est un élément clé qu'on a parlé pour ces livrables et il s'agit aussi de s'en remettre au constat de la géométrie. Bon. Il fallait se conformer à la norme BIM. Alors, l'université ne savait pas quel logiciel elle allait utiliser. La norme est très descriptive. C'est ce qu'on veut que vous livriez. On veut que vous ayez un plan d'exécution pour savoir comment votre équipe va nous permettre de faire ça pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et je vous dirais que la norme BIM, à ce moment-là, c'est ce qui est important. Alors, c'est là où on retrouve toute l'information concernant les différentes composantes. On parle d'une stratégie de développement ou d'élaboration. Ensuite, il y a les définitions, des choses tout à fait normales, standards. Au final, ça, c'est la carte du processus de BIM. Alors ici, on voit 4 jalons principaux. Alors, que l'université a. Ici, on a parlé, en fait, a entretenu donc un archivage BIM. L'université s'en remet aux normes. Il y a le lancement du projet et là, il passe à un examen fait par l'université. Ça, c'est le plus gros résultat où ils ont finalement approuvé le projet, ce qui devrait être fait à la fin de la phase DD, la phase de design. Alors, au fur et à mesure où on passe au livrable de construction, là, l'équipe de construction arrive, on parle du processus de partager l'information et au final, de transmettre cette information, on passe à l'entretien et on revient donc au début du cycle de vie. Il s'agit d'avoir cette stratégie de soutien en continu
Alors, la création de documents d'appel d'offres, on passe à la construction, etc. Tout ceci, tous ces documents vont continuer à faire partie intégrante de la planification et de la stratégie de l'université pour les années à venir. Une fois que tout ceci aura été créé, il ne s'agissait pas simplement de leur donner un document, dire voici le standard BIM et vous pouvez continuer, bonne chance. En fait, il y a une question de partenariat et c'est très important en fait de travailler avec le client. On parle de cette idée de partenariat. On se met au défi les uns des autres. Pourquoi on ne ferait pas ça comme ça ou une autre façon? Alors, on discute de différentes idées à porter à la table et voir quels seraient les meilleurs résultats pour ce qu'ils désirent. Simplement parce que cette université a fait ça pour le projet, ça ne veut pas dire que ce projet pourrait être appliqué ailleurs. Il faut que les clients, en fait, continuent à travailler sur le projet pour aller chercher la valeur ajoutée pour eux. Et c'est ainsi, en fait, qu'on peut utiliser cette information, voir comment elle pourrait s'appliquer à d'autres projets ou à des projets d'autres échelles. Il a fallu éduquer des équipes à l'interne. Alors, c'était pas des usagers Revit, il fallait qu'ils comprennent le langage du livrable de cette norme dans le travail quotidien. Alors, les gestionnaires de projet étaient responsables de s'assurer que toutes ces choses-là étaient bien complétées pour leur propre projet. Il fallait s'assurer que l'information était transmise aux équipes pour qu'elles puissent être intégrées, comme on l'a vu sur l'autre diagramme. Il s'agit aussi de faire embarquer les gens. Il y avait le gestionnaire de la maquette de l'université et puis il y avait d'autres collaborateurs qui étaient les destinataires de l'information qui entrait. Et ça, c'est pour les différents projets sur le campus. Du côté processus, j'ai parlé de plusieurs projets pilotes parallèles pour l'université. Nous avons publié V2, V3 de la norme d'exécution. C'est en place depuis 2 ans, en février de cette année. En fait, il y a eu la version 3 qui mettait l'accent sur les données, comment utiliser COBie et l'information sur les actifs pour intégrer ça dans le système de l'université. Alors, on a les normes de design, les appels de proposition, les échéanciers, etc. En fait, il s'agit de... c'était beaucoup plus précis que de créer de l'information. Ça, c'est trop ouvert. Et quelquefois, donc, dans les appels de proposition, ils sont trop généraux, c'est trop générique. Là, il a fallu parler des éléments spécifiques qui sont importants pour ce client et qui doivent faire partie des livrables. C'est ça qu'il faut créer comme stratégie pour travailler de concert avec ces différents clients. Et les spécifications, aussi les devis, le processus d'exécution, il fallait avoir en fait des devis au départ pour parler de coordination entre les GC et les CM qui devaient comprendre quelles étaient leurs responsabilités et leurs obligations selon les différents dessins et les différents devis. Innovation technologique, ça c'était aussi important. Être capable de créer des vérificateurs, en fait de vie pour les livrables. Et nous, du côté du design de la construction, il fallait qu'on puisse dire, je sais qu'il y a quelque chose qui manque dans mes livrables. Alors, il faut réparer ça avant que je donne ma soumission au client. D'autres choses comme qu'on va voir à la prochaine diapositive, qui sont des éléments clés pour l'université. Au départ, il faut arriver à cet environnement où BIM est la source de vérité, la seule source d'information. C'est une occasion qui va nous parler, en fait, de l'information sur les actifs pour le campus. C'est vraiment ça qu'on essaie de réaliser pour l'université, pour les résultats que l'université désire. Une des choses dont on a parlé, c'est combien de personnes ont déjà vu un appel de proposition disant « Oui, on va utiliser COBie comme livrable ». Personne n'a déjà fait un livrable en COBie. Je vois, Bianca, que vous levez la main. On voit ça tout le temps. Combien de personnes ont déjà ouvert donc une feuille, un chiffrier avec toutes sortes de colonnes, d'onglets, etc. et dire qu'il fallait fournir tous ces éléments d'information. C'est important pour nous et important pour l'université parce qu'ils savaient que si on devait leur donner un chiffrier COBie, il y aurait un recul de la part de l'université parce que ça demandait beaucoup de temps de vérifier toute l'information. Il s'agissait de vérifier quelles étaient les principales données qui étaient nécessaires pour ces différentes composantes d'immeubles. Et c'est à ça qu'on est arrivé. Il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Bon. Alors, c'est l'équipe de design qui était responsable pour certaines portions de ceci, puis l'équipe de construction était responsable pour une autre portion. Il s'agit de voir
comment ces éléments, comment tout ceci va être rempli, quelles sont les informations spatiales qui doivent être introduites dans le projet. Il faut utiliser ceci en aval pour raison d'échéancier et voir comment les immeubles allaient fonctionner pendant la journée et pendant l'année scolaire. Autre élément clé, ça a été la possibilité d'automatiser toute cette information. On a donc Autodesk qui a pu organiser tous ces paramètres et en arriver à une maquette pour l'équipe de design. Essayer de cartographier les paramètres pour qu'il n'ait pas de faire d'efforts supplémentaires pour compléter ceci et être capable de présenter le tout d'une façon organisée et dans les délais voulus. Autre chose qu'on a faite, c'est d'aller chercher les données de design, essayer de trouver une façon plus créative d'ajouter l'information sur les actifs qui viendraient en fait du maître d'ouvrage une fois que le tout serait installé sur le site. Il s'agissait de prendre cette feuille Kobe et essayer de minimiser ça dans un format plus petit et dire à l'équipe, voici une feuille unique qui vous donne toute l'information nécessaire. Utilisez ceci pour compléter l'information. Ensuite, l'université reçoit les données du projet et peut, en fait, inclure ça ou ajouter ça à l'information dont elle dispose déjà. Bon, les gymnases, les salles de classe, la salle de résidence, enfin les résidences, etc., tout ça peut être introduit, inclus, mais ils peuvent prendre des données normalisées et les intégrer à leur système. Ce qui demandait avant 12 ou 18 mois, ça peut être fait par moins d'une journée si on importe cette information, parce qu'on a structuré la façon dont ces livrables étaient formatés. Alors, il y a toute cette information qui est très importante pour l'université, qui l'a en temps réel. D'autres choses qu'on a vues avec eux, comment commencer à intégrer ceci dans d'autres applications GIS. En SIG, avant, ils prenaient donc... nous avons un processus maintenant pour pouvoir aller chercher donc ça de façon plus réduite. Ils ont maintenant des cartes tridimensionnelles pour leur campus de 16 000 hectares. Et comment cette information entre dans l'application CAF, être capable de comprendre l'espace. Si on prend cet exemple très simple de l'auditorium, on peut comprendre l'information au niveau de la propriété où se trouve le campus, dans quel immeuble c'est, à quel étage. On peut comprendre l'identificateur unique pour cet espace-là et l'information à droite permet de retracer tout ça. Bon, l'équipe de design et de construction n'est pas seule à être responsable de ça, mais il y a une stratégie qui permet d'aller chercher l'information et de transmettre l'information qui vient de nos équipes. On a pu aussi intégrer cette même méthodologie pour les actifs. Bon, il y a un système QR à l'université, puis ils savent comment ces actifs sont documentés. Alors, ici, il y a différentes variables qui entrent en jeu. Il faut bien comprendre à la phase conception quelle est la nomenclature pour chaque élément. Lorsque ça sort, en fait, du chantier, on a le code QR, on a les documents correspondants et on peut commencer à remplir le reste de l'information à droite et puis utiliser cette application pour l'exploitation et l'entretien de cet immeuble. Ensuite, il s'agit d'avoir une approche proactive plutôt qu'une approche réactive pour gérer les systèmes et remplacer les différentes composantes de l'installation. Dernière chose qu'on a faite, on a travaillé de concert avec le Bureau de l'énergie et de la durabilité de l'université. Alors, ici, on a des modèles existants. Comment les utiliser pour mettre ça dans un dossier EQuest? Et ceci pour en arriver à jumeler cela aux initiatives carbone neutre qu'ils ont déjà. Alors ici, on a ajouté 2 boîtes très simples. Il y a une boîte en haut, d'autres boîtes et vous voyez les maquettes, le ratio avec les murs. Maintenant qu'ils ont tous les paramètres géométriques, ils n'ont pas besoin de saisir toutes les données spatiales manuellement. C'est une autre façon pour eux de réduire leur coût d'exploitation pendant tout le cycle de vie utile de l'immeuble. Bon, on a une carte spaghetti où on suit les données. Ça, c'est l'environnement. Ça, c'est l'état idéal. Comme vous voyez en haut, il y a
la mise en œuvre de ce qu'on appelle les delivery turnovers. Il y a des informations sur les données qui arrivent à l'université. Alors, l'information Revit qui arrive ici, information sur les maquettes des immeubles. Alors, ici, vous avez toutes les applications. En bas, vous avez les données Kobe. Il y a les différents outils de gestion des actifs, automatisation, information sur la sécurité, finalement, comment tous ces livrables sont archivés pour qu'ils puissent être réutilisés au final pour des projets à l'avenir ou des projets d'avenir. Finalement, et je suis sûre que ces données seront disponibles pour vous. Mais dans les normes de livrables, vous les trouverez sur le site Web. Vous pouvez télécharger la version la plus récente de ceci pour voir comment comment le plan d'exécution a fonctionné, comment on a développé le projet pour voir comment toutes ces stratégies plus vastes peuvent être jumelées les unes aux autres. Et ensuite, il y a un mot-clic pour voir quelles sont les différentes initiatives de l'université dans le projet. Alors, merci beaucoup de votre temps. Est-ce que nous avons des questions pour Brian? Are there any questions for Brian? Thank you for the great presentation. Merci de la formidable présentation. BIM pour FM et comment les clients peuvent s'en servir. La question principale est la suivante. Avez-vous tenté cela avec d'autres normes déjà existantes? Vous avez parlé de Kobe, IFC, mais en tant qu'institution, on a nos propres normes. Y a-t-il une certaine résistance de la communauté du design ou d'autres professionnels d'avoir la multiplication de ces différentes normes aux États-Unis? Les NBINs, par exemple, ou quelque chose qui s'enlignerait avec quelque chose de déjà existant. Du point de vue des normes, les NBIMs, oui, existent. Il y a une conscience de cela, mais il s'agit de faciliter les choses, sachant que LOD était critique, une norme qui était la langue commune que tout le monde parlait. Les universités ont dit que les partitions de murs intérieurs soient transmises selon une certaine norme au moment de l'application. C'était le catalyseur dont on a profité au moment de la conversation pour ce qui est données et géométrie. Maintenant, du point de vue d'une question d'inopérabilité plus large, interopérabilité plus large, avec les universités et le travail de construction déjà existant avaient des normes sur une application qui leur était propre pour gérer, rénover leurs propres lieux, leurs propres locaux. Donc, l'autre élément était de s'assurer qu'eux détenaient des renseignements dont ils pouvaient se servir dès le premier jour sur leur projet à venir. Donc, ce portail d'intégration, l'aller-retour, il n'y a pas vraiment beaucoup plus que cela dont on s'est servi. Kobe pour les données, LOD pour la géométrie, et on a vraiment constaté que c'était les deux facettes majeures. On voulait garder les choses simples, directes, et avoir un langage commun avec lequel tout le monde pouvait travailler, fonctionner. Y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup.